Voilà. Donc, ce webinaire va être enregistré et il sera suivi de plusieurs dates de réunions en présentiel sur l'ensemble du territoire du bassin Rhône-Méditerranée. D'ailleurs, ces réunions, pour quelques-unes, elles sont déjà connues, les dates. N'hésitez pas, les réseaux régionaux qui ont déjà les dates des réunions qui suivront ce webinaire, à les indiquer dans le chat. Donc, une première base théorique aujourd'hui en webinaire et un second cycle plutôt pratique de mise en œuvre à travers des études de cas notamment, qu'on fera avec vous dans chacune des régions du bassin Rhône-Méditerranée en présentiel, dans les mois à venir. On vous partagera également à la suite de ce webinaire de nombreuses ressources bibliographiques pour que vous puissiez approfondir les notions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, sachant qu'en 2 heures, on ne pourra pas évidemment être exhaustif sur le sujet. Euh, Ne pas hésiter à poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat, même au fur et à mesure des échanges. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les moments prévus pour ça, pour commencer à poser vos questions. On les relaiera à l'oral pour pouvoir permettre d'y répondre et parfois on y répondra directement dans le chat quand on a directement la réponse. Je vais passer quand même, avant de vous présenter le programme de cette rencontre, à la présentation du programme Solidarité Eau, qui est une association. Donc, on a un réseau multi-acteurs qui s'engage pour garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau dans les pays en voie de développement. Et alors, pour ça, on a trois socles, on va dire, trois missions clés. Ça va être la production de connaissances. On élabore de nombreux guides méthodologiques et techniques pour monter un projet d'eau potable et d'assainissement avec vraiment de la méthodologie autour de les services d'eau potable et les services d'assainissement. Vous voyez à l'écran qui s'affichent nos deux principaux guides à ce sujet. Et puis des, euh, des ressources plutôt techniques. On en fait pas mal, par exemple sur le pompage solaire et bien d'autres. Ça, tout est disponible sur notre site web en accès libre à télécharger. On va avoir aussi des missions d'appui conseil, donc de l'accompagnement individuel à travers des rencontres en bilatéral, soit visio, soit en présentiel dans nos bureaux à Lyon, euh, sur lesquels on va essayer de donner des recommandations pour monter un projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. On le fait le plus souvent en partenariat avec les réseaux régionaux multi-acteurs. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle la mobilisation, qui est finalement de la production d'outils d'information qui permettent d'animer le débat à l'international pour accroître la mobilisation des acteurs locaux en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et alors, on a pas mal d'outils pour ça, pour l'ensemble de ces missions, j'entends. Donc, l'appui conseil dont je vous ai parlé. On va aussi avoir des formations, des cycles de rencontres, de webinaires, d'ateliers, comme on le fait aujourd'hui, des outils donc comme notre site web et notre base de données qui permettent de faciliter les mises en contact et les relations avec d'autres porteurs de projets qui seraient dans des zones similaires aux vôtres, par exemple. On envoie aussi des informations régulières sur les secteurs dans lesquels vous êtes impliqués via des newsletters ou des mailings. Il suffit de nous demander à rejoindre notre base de données si ce n'est pas encore fait et si vous ne recevez pas des informations de notre part. Et puis, on appuie aussi l'animation de 5 plateformes pays, donc au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Liban et à Madagascar, donc qui sont des réseaux euh, partenaires avec lesquels on travaille et dont on appuie la structuration et qui nous permettent d'avoir une connaissance très très fine de ces contextes territoriaux, sachant que même dans les cas où nous n'avons pas de plateforme pays, chaque personne au PSO est référent pour un territoire. En ce qui me concerne, je suis référente à la fois sur le bassin fleuve Sénégal et à la fois sur la Guinée. Et c'est pourquoi la plupart des exemples que je vais vous donner au travers ces échanges vont concerner la Guinée. C'est pas forcément que c'est un pays le plus ou le moins exemplaire, c'est juste que c'est là où j'ai le plus de connaissances me concernant. Euh, alors, concernant le programme. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 2 heures à 2 heures et demie, on va dire, maximum devant nous. On va essayer de clôturer vers 4 heures et quart. Donc l'idée, c'est de déjà avoir donc cette petite introduction que je viens de vous faire, de passer aux aspects les plus théoriques avec
un module viabilité économique que je vais vous présenter. Il y aura un premier échange avec les participants et ensuite on aura un retour d'expérience par Intered, par Tristan qui nous fera un retour d'expérience sur plusieurs pays et avec lequel on pourra aussi avoir un échange avec les participants. Avant de commencer ce module théorique, comme je vous l'ai dit, quelques données clés pour expliquer aussi la raison de notre présence aujourd'hui, même si pour la plupart d'entre vous, malheureusement, vous connaissez déjà les chiffres. On sait aujourd'hui que l'objectif de développement durable numéro 6, qui consiste à donner l'accès à tous à l'eau potable, il est peu probable qu'on arrive à y parvenir d'ici 2030. Aujourd'hui, on a encore une personne sur quatre qui n'a pas accès à un service d'alimentation en eau, de boissons gérées en toute sécurité. Et ça va avoir des conséquences très, très concrètes avec la mort de 300 000 enfants de moins de 5 ans chaque année en raison de maladies diarrhétiques donc qui sont liées au manque d'accès à l'eau potable. Je vous ai aussi mis une petite vidéo que vous pourrez regarder quand vous aurez le compte-rendu de ce webinaire qui présente les principaux enjeux et défis humains et économiques autour de cette question de l'accès à l'eau potable dans les pays dans le monde et plus particulièrement en Afrique subsaharienne qui est la zone la plus durement touchée. Alors déjà, on va commencer par se demander de quoi on parle exactement quand on parle de viabilité économique. La viabilité d'un service d'eau, en fait, elle va faire référence à la capacité de ce service à fournir de manière durable, efficace et équitable de l'eau potable à une population donnée. Elle va reposer sur plusieurs dimensions clés, que ce soit la viabilité technique, institutionnelle, organisationnelle, sociale et environnementale. Aujourd'hui, on a fait le choix de se concentrer sur la viabilité économique, qui désigne en fait le fait de pouvoir recouvrir le coût de l'exploitation de ce service, de son entretien, mais aussi l'investissement via des financements appropriés dans dans des extensions de réseau quand c'est possible, via la tarification du service, les taxes ou les transferts. Et cette viabilité économique, elle suppose aussi un équilibre entre l'accessibilité pour les usagers, pour tous les usagers à ce service, et la rentabilité du service aussi, qui est essentielle. Mais bien sûr, elle va dépendre de toutes d'autres facteurs qui ne sont pas uniquement liés aux facteurs économiques, qui vont être liés à la viabilité technique, institutionnelle, organisationnelle, sociale, environnementale. Pour vous donner des exemples peut-être un peu plus concrets pour que ça puisse parler à tout le monde, quand on parle par exemple de la viabilité technique, on peut voir un lien assez direct avec la viabilité économique. Par exemple, un projet qui n'est pas adapté au contexte local, qui ne va pas, par exemple, pouvoir se procurer facilement des pièces détachées, que ces pièces détachées, elles vont être importées et souvent coûteuses, ou que la technologie, elle va être mal choisie et pas adaptée aux réalités du terrain, et ben, ça va avoir un lien direct avec la viabilité économique de ce système et pouvoir peser sur sa non-viabilité finalement. La gouvernance aussi a un lien direct avec la viabilité économique du service. On va avoir besoin d'avoir des structures de gestion locales, que ce soit des comités, une gestion communautaire ou la commune directement, ou même par des opérateurs privés. Là, souvent, ils sont insuffisamment formés et c'est ça qui va aussi influencer le modèle économique et sa non-viabilité. Notamment tout ce qui va être lié à la manque de transparence et de redevabilité qui va impacter la volonté à payer des usagers. Ensuite, la faiblesse de l'entretien et de la maintenance va aussi peser sur le modèle économique parce que si on n'a pas de maintenance préventive, parce que nous n'avons pas suffisamment, par exemple, de budget alloué à l'entretien, on va se retrouver avec des pannes beaucoup plus fréquentes et un manque de compétences aussi locales pour réaliser cette maintenance. Et de fait, on va se retrouver parfois, et c'est pas une exagération, c'est des choses qu'on voit régulièrement sur le terrain, avec des petites pannes qui peuvent être même des robinets qui sont cassés, qui vont paralyser l'ensemble du système et donc impacter la qualité du service.
Euh, et puis, ça va jouer l'un sur l'autre, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, si j'ose dire, parce que quand on a un service où il y a des pannes récurrentes à cause de manque d'adaptation au contexte local, à cause de la maintenance ou à cause de la gouvernance, on va aussi avoir des usagers qui vont être de moins en moins volontaires à payer le service et donc qui va déséquilibrer l'équilibre financier du service d'eau potable. Et puis enfin, on va avoir des projets régulièrement, malheureusement, qui sont ponctuels et sans suivi. Et il n'y a pas de soutien technique ou institutionnel dans le temps. Et ça veut dire qu'à la fin du projet, finalement, on n'a pas la capacité, les acteurs locaux n'ont pas la capacité d'apprendre et d'améliorer le fonctionnement du système. Donc, c'est les principaux facteurs qui vont mettre en péril la viabilité économique des services d'eau potable. Alors, pourquoi c'est si important? Pourquoi on en parle beaucoup et qu'on insiste sur ces questions-là? Euh, de fait, on a des composants qui peuvent durer de 20 à 30 ans, euh, sur les aspects techniques, j'entends, mais en réalité, dans beaucoup de projets, on va avoir une absence d'entretien, une absence de maintenance qui va réduire cette durée de vie à moins de 15 ans. On va avoir des réseaux qui tombent en panne après seulement quelques années, voire quelques semaines. Encore une fois, ce n'est pas une exagération, c'est des constats de terrain qu'on fait, faute de maintenance ou de pièces de rechange. Et des projets qui échouent parce qu'ils n'ont pas intégré les coûts d'exploitation et de renouvellement dès le départ du projet. Donc, même si en théorie, les infrastructures, elles peuvent durer longtemps, la durabilité réelle, elle va dépendre surtout de la gestion du service, de son financement, de son entretien et de la formation des personnels locaux. Je vais vous donner quelques outils pour justement favoriser cette viabilité économique. Donc, la première, c'est un outil pour ceux qui ont déjà suivi des conférences ou des webinaires avec nous ou même des formations en présentiel sur lequel on insiste beaucoup et on revient beaucoup, mais qui est essentiel, c'est le diagnostic en fait. Le diagnostic, en fait, c'est un outil qui va permettre d'identifier une action à mener dans le secteur dans l'eau et qui va prendre en compte à la fois la stratégie et les cadres de planification du secteur, c'est-à-dire les outils réglementaires dans le pays dans lequel vous travaillez, les acteurs qui sont en présence, leur rôle et leurs responsabilités, les besoins des usagers et la demande des usagers. Dans ce diagnostic, ça va regrouper à la fois ce qu'on appelle des études techniques de faisabilité, mais ça va être aussi à ce moment-là que vous allez déterminer, vous allez réaliser ce qu'on appelle des enquêtes ménages ou des études socio-économiques qui vont vous permettre aussi de déterminer la volonté et la capacité à payer des usagers, mais aussi de mieux comprendre leurs demandes et leurs besoins pour mettre en œuvre le service d'eau potable. Ce que je veux que vous reteniez là dans ces quelques minutes, c'est que les décisions qui sont prises lors de la conception d'un projet d'eau, elles peuvent avoir des conséquences sur l'exploitation de ce service et influencer sur le coût de revient, sur les aspects techniques comme sur les aspects socio-économiques. Donc, un exemple, un surdimensionnement d'un réseau, ça va conduire à son surcoût dans l'exploitation, mais aussi tout ce qui va être infrastructure hydraulique ou électromécanique qui ne sont pas optimisées pour répondre précisément aux besoins des usagers, donc réalisées sur la base des enquêtes ménages que vous faites localement, ça va influencer le choix du niveau de service. Est-ce qu'on le fait par borne fontaine, par branchement privé, le traitement de l'eau, etc. Ça va impacter les volumes consommés et donc ça va avoir un incident sur le coût de production. Donc, de fait, il y a des choix techniques que vous allez faire qui vont avoir un impact très important sur l'exploitation de ce service. Et malheureusement, des choix qui sont faits, qui ne sont pas les bons techniquement, vont amener parfois des réseaux à ne jamais être rentables économiquement et exploitables en fait. Ensuite, on a le deuxième, on va dire, on a les aspects techniques qu'on a rapidement abordés. Il y a aussi tout ce qui concerne la gestion de ces services d'eau potable qui est primordial. Et donc, le modèle de gestion. Alors, ce modèle de gestion, il doit garantir le bon fonctionnement de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il va permettre d'organiser et de réglementer le service au quotidien, de garantir un accès pour tous et une utilisation correcte des installations,
mais c'est aussi ce service-là qui va permettre la maintenance périodique ou préventive et le renouvellement et le développement du service, c'est-à-dire le remplacement des pièces usées ou cassées, mais c'est aussi ça qui va permettre d'épargner pour l'extension ou l'amélioration du service. Ça va impliquer une répartition équitable des charges et des bénéfices avec une tarification du service d'eau potable. Il y a plusieurs modèles de gestion. Il y a une gestion qui peut être une gestion communautaire qui a souvent cours en milieu rural ou semi-urbain, c'est ce qui désigne en fait quand les ouvrages sont gérés directement par la communauté. Souvent, c'est des forages ou des petits réseaux d'adduction d'eau potable. Il y a tout ce qui est la gestion municipale en régie, par exemple, ou en régie indirecte. Il va aussi y avoir la gestion déléguée, et la délégation et l'exploitation à une entité autonome, qui peut être un opérateur privé, par exemple. Et puis, on va avoir des services parfois qui sont publics, exploités par des entités étatiques ou régionales. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de gestion de service et on n'est pas là pour recommander telle ou telle façon de s'organiser. Ça va vraiment dépendre du diagnostic que vous allez réaliser, de ce qui se fait sur place et puis surtout des normes et de la législation en vigueur dans le territoire dans lequel vous mettez en œuvre le projet. Il est possible parfois, dans certains cas, de expérimenter de nouvelles choses qui ne sont pas forcément prévues dans le cadre légal du pays. Ça arrive que ça soit fait, mais par contre, si c'est des choses que vous faites, il faut absolument avoir l'accord des autorités et puis leur permettre de capitaliser, de suivre ce processus et son expérimentation. En tout cas, l'idée là, c'est de vous dire ne vous lancez pas seul dans des gestions pilotes qui ne sont pas pratiquées sur le territoire sans en avoir fait mention aux autorités. La plupart des cas, dans la plupart du cas, mais ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune qui a la compétence. Ça peut arriver que ça soit l'État, mais souvent, c'est la commune. Mais donc, le maître d'ouvrage, quand même, pour vous donner quelques éléments de définition, c'est celui qui est responsable de la création des ouvrages, de l'accès à l'eau et de leur utilisation. Donc, il doit s'assurer que le service fourni aux usagers est de qualité et répond à leurs attentes. Comme je vous ai dit, souvent, c'est la commune. Mais on sait que dans les territoires d'intervention, souvent, la décentralisation des services vers les communes est quelque chose d'assez récent. Et que le maître d'ouvrage, il va falloir l'impliquer dès le début du projet, même en amont de ce projet, qu'il va falloir l'accompagner dans l'exécution de ses missions et qu'il va falloir aussi le former et renforcer ses capacités. À la fois celles des élus, à la fois celles des techniciens pour leur permettre d'exercer pleinement leurs compétences. Il va falloir lui fournir un appui matériel et ou financier et l'appuyer dans la mise en place d'outils de pilotage du service d'eau potable. Et là, on arrive un peu au nerf de la guerre, au coût du service d'eau potable. Donc, ce coût, il va être déterminé en fait. Là, je reviens quand même sur quelque chose d'essentiel. Pareil, où on a souvent des arguments nous disant que l'eau est un bien commun, et c'est tout à fait vrai. Mais par contre, le service d'eau qui suppose le captage, la distribution, le traitement de la ressource, les ressources humaines qu'il y a derrière, ce service, il a un prix et nécessairement un coût qu'il faut couvrir. Donc, il y a une nécessité économique pour la pérennité du service à tarifer le service. Et donc, avoir aussi une condition à un usage raisonné de la ressource. Ça va aussi permettre donc à la fois un équilibre du service et de son fonctionnement, mais aussi un usage raisonné des ressources en eau. Et donc, pour calculer le prix du service, il va falloir prendre en compte les coûts d'exploitation, c'est-à-dire les ressources humaines, le traitement, l'entretien, mais aussi les coûts d'amortissement, c'est-à-dire de créer un fonds pour réparer s'il y a une pièce qui casse, pour pouvoir la remplacer, ou pour décider d'étendre le réseau. Ça peut être aussi des coûts d'investissement qui sont épargnés. Et ensuite, il y a les coûts des redevances qui vont être suivant la législation en vigueur. Et donc, on va chercher à adapter les tarifs et les modalités de paiement à la capacité des usagers, que ça soit au forfait, au volume, à la borne fontaine, au relevé de compteur. Ça, encore une fois, c'est au moment du diagnostic que vous allez pouvoir réfléchir à tout ça. Il va falloir adapter la tarification aux plus vulnérables. Il est important de mettre en place une politique sociale de l'eau pour que toutes les personnes vulnérables puissent
ils puissent accéder au service, pardon. Et on va le faire en favorisant le dialogue et la transparence, et donc en restituant les comptes d'exploitation du service de manière régulière. Quand c'est possible, et en fonction du cadre légal, nous, on recommande aussi le plus possible d'associer les usagers et leurs représentants dans la gouvernance du service. Bien sûr, si le cadre légal le permet. On peut aussi les associer pour déterminer les modalités de paiement. Et, en fait, ça va assurer aussi, on va dire, une meilleure volonté à payer des usagers s'ils ont une représentation et ils sont entendus dans leurs besoins et dans leurs demandes. Mais ça va être aussi pour eux important, surtout quand on est dans des zones où il n'y a pas eu jusqu'alors des services qui étaient tarifés, de pouvoir montrer l'importance de recouvrir les coûts et qu'est-ce qu'on fait de cet argent. C'est vraiment une question de redevabilité envers ces usagers. On imagine bien que vous comme moi, si on paye pour un service sans savoir à quoi sert ce paiement, on va être moins volontaire à le payer. Donc c'est vraiment important, quand c'est possible, d'associer les usagers dans la gouvernance du service. Et puis, ce qui va être très important aussi, c'est les indicateurs de suivi du service, qui doivent être définis en amont, être clairs et le plus précis possible pour les parties prenantes. En fait, c'est ça qui va vous permettre d'assurer le suivi du service dans le temps et donc, de pouvoir faire évoluer le service et de proposer des renforcements de capacité en fonction des difficultés qui vont être repérées pendant ces éléments de suivi. Donc, ça va permettre aussi de pouvoir faire la régulation du tarif et puis d'appliquer des sanctions qui vont reposer sur des règles et des cadres qui vont être établis en amont. Vous pouvez choisir de faire quelques indicateurs de suivi, de ne pas en avoir énormément, mais d'en avoir quelques-uns qui vont vous permettre à la fois de savoir, de connaître la fonctionnalité des points d'eau, d'apprécier le service par les usagers, de savoir s'il existe des outils de gestion et de suivi, et puis surtout de connaître le taux de recouvrement des cotisations et des ménages. Et donc, en fonction des résultats, on va orienter vers de nouvelles séances de formation et d'appui. Je vous ai partagé quelques éléments bibliographiques dans cette slide que vous récupérerez au moment du compte rendu et qui va vous permettre d'approfondir cette question-là. Et un exemple de suivi technique et financier réalisé à Madagascar, en région de Massiach, dans le cadre d'un projet qui est mis en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Grand Lyon et la région de Massiach. Donc, vous pourrez voir à quoi ça ressemble un rapport de suivi d'un service d'eau potable très concrètement. Alors, je voulais vous donner quelques exemples pour illustrer tout ça et pour que ça soit plus parlant. Et donc, comme je vous ai dit, c'est des exemples qui viennent du terrain et des missions de suivi qu'au PSO, on peut avoir régulièrement sur place. J'ai mis des photos juste pour m'aider à me rappeler de ce que je voulais vous dire. Cette première image, elle représente la tarification sociale. Donc, en fait, j'ai pu faire le suivi d'un projet qui était au Sénégal, qui était mis en œuvre par la diaspora sénégalaise, donc un petit projet avec, finalement pas énormément de moyens, mais ils avaient réussi à faire, donc, dans un premier temps, ils avaient réussi à faire le financement du service avec des bornes fontaines. Et au fur et à mesure, grâce aux collectes notamment des redevances, ils se sont dotés de branchements domiciliaires, de faire des extensions de réseau et des branchements domiciliaires. Et à la fin, au bout de quelques années, c'est les branchements domiciliaires qui étaient payants. Et les bandes fontaines il y en avait 3 dans le village et elles étaient restées gratuites pour l'utilisation pour les personnes vulnérables, en fait, qui ne pouvaient pas avoir l'eau au domicile. C'est comme ça, eux, qu'ils avaient décidé de voir la tarification sociale, c'est-à-dire que les branchements domiciliaires étaient payants, il y avait des suivis, il y avait des compteurs qui permettaient de précisément tarifer le service, et les bornes fontaines étaient laissées à la disposition des personnes les plus vulnérables pour qu'elles puissent avoir accéder à l'eau dans tous les cas, même sans pouvoir forcément la payer. Je vous ai mis aussi l'exemple avec des motos, car en fait, j'ai vu un projet où la tarification du service reposait sur des taxes qui avaient été réalisées auprès des taxis-motos. Alors, c'est un peu original, mais c'était pour vous dire aussi qu'il y a parfois
différentes façons de tarifer le service et que c'est pas toujours l'eau paye l'eau. Ça peut être en partie vrai et ça peut être aussi complété grâce aux taxes. Et notamment là, la taxation des taxis-motos sur la commune du territoire avait permis de multiplier par 3 les recettes de la commune, qui du coup avait pu prendre en compte le fonctionnement d'une partie du service d'eau potable. Donc voilà, c'était aussi des façons de vous montrer que il n'y a pas enfin que il y a des choses qui peuvent se faire, des choses un peu différentes, et que ça se pense au niveau du contexte local et en fonction des sollicitations des acteurs et de leur volonté à travailler sur ces questions-là. J'ai vu aussi d'autres choses, notamment sur le suivi de la performance. Donc ça, c'était encore une fois en Guinée, à Bofa, avec en fait des ventes au volume par à la bande Fontaine. Et donc pour ça, ils avaient donc la commune au moment où ils ouvraient le service à la Banque Fontaine. Il passait quelques jours avec le fontainier ou la fontainière pour regarder le nombre de personnes qui venaient se servir à la Banque Fontaine et combien rapportait le service par jour. Et après, il déterminait des indicateurs de performance pour dire, bah voilà, il faut que le fontainier, il arrive au moins à 80 ou 70% de ce qu'on a pu observer sur le terrain. Donc c'était et si ils arrivaient à obtenir ces 70% de ce qu'ils avaient estimé comme une moyenne journalière de vente au volume, ils avaient comment dire, des bonifications sur leur salaire. Donc ça leur permettait aussi d'avoir un intéressement à la vente et permettre aux fontainiers d'être, on va dire, euh, le plus appliqué possible dans la tarification du service. Il y a aussi des acteurs qui travaillent sur la fiscalité locale et sur la taxe foncière pour payer le service d'eau potable. Et puis, en fait, ce que je voulais vous faire passer dans cette slide avant d'aller à la conclusion, c'était qu'il n'y a pas une seule façon de réfléchir la tarification du service, qu'il faut bien voir ce qui se fait sur le terrain. Pour ça, je vous ai mis dans la slide l'Atlas Pays. Vous aurez qu'à cliquer dessus. Et en fait, ça va vous permettre de voir tous les projets qui se font un peu partout dans le monde et de pouvoir entrer en contact avec d'autres porteurs de projets et de voir comment eux, ici, s'y sont pris pour cette fameuse tarification. Et donc, la conclusion que je vais vous donner, c'est ces quelques éléments. C'est déjà l'idée que le projet, en fait, pour assurer la viabilité économique du service d'eau potable et donc assurer sa viabilité tout court, il faut pouvoir se projeter dans le temps et que le projet dure dans le temps. Donc, on peut imaginer prévoir des indicateurs de durabilité du service plus qu'un nombre d'ouvrages une fois terminés. Pour se projeter dans le temps, on peut tout à fait réfléchir au phasage d'un projet ou réfléchir à l'échelle de toute une collectivité. Mais en tout cas, s'il y a une idée que je voulais vous faire passer, c'est que 1 ou 2 journées de formation sur place pour la gestion d'un service, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas suffisant pour assurer dans le temps la pérennité d'un service. Il faut aussi se dire que la réalisation d'un projet doit passer toujours par un diagnostic qui est le plus exhaustif possible. Et c'est ça qui va déterminer tout le reste du projet. Ce diagnostic, il doit prendre en compte les cadres institutionnels, les degrés d'implication des différents acteurs, les modèles de gestion déjà en place et analyser les besoins et la demande des usagers. Une bonne gouvernance est inclusive. Elle regroupe à la fois les autorités locales, les membres du gouvernement, le secteur privé, la société civile et surtout les usagers, en incluant les personnes vulnérables. Et j'entends, enfin voilà, toutes les personnes qui vont être usagères de ce service, à la fois dans la gouvernance, mais aussi en amont pendant les phases de diagnostic. Il existe plusieurs modèles de gestion du service, mais finalement, ce choix, il va surtout dépendre du contexte et des capacités des parties prenantes. Il n'y a pas de modèle parfait, mais des principes de bonne gestion qui permettent de garantir un bon fonctionnement, donc des tarifs adaptés, concertés, etc. Et qu'il y a un contrôle de l'opérateur. Quand il y a un opérateur de service, ce contrôle revient à l'État ou aux communautés et qu'il est systématiquement nécessaire d'inclure des activités de renforcement
de compétences à destination du maître d'ouvrage pour assurer le suivi du service. Et la dernière chose que j'ai oublié de vous dire et que je vous le dis maintenant à la conclusion, c'est que c'est pas toujours évident pour le maître d'ouvrage, surtout quand c'est de la commune, de faire payer le service. Il ne faut pas oublier qu'ils sont élus et que ça peut peser fort sur leurs élections. Donc, surtout quand c'est pas l'usage, hein. Donc, c'est pas toujours évident il y a des jeux d'acteurs, il y a des jeux politiques. C'est pas toujours évident pour les communes de faire payer le service. Et donc, il est primordial à la fois pour faciliter la tarification du service, mais aussi pour tout simplement permettre une meilleure volonté à payer des usagers, d'expliquer, de faire de la sensibilisation autour de pourquoi il vaut mieux utiliser un service d'eau potable qui est géré en toute sécurité et donc avec une qualité de l'eau dont on a connaissance, et aussi à quoi ça sert de payer en fait, qu'est-ce que ça recouvre comme coût et pourquoi c'est important de le faire. Donc toutes ces séances de sensibilisation, elles sont aussi très importantes à prendre en compte dans le montage du projet et à identifier au préalable. Voilà pour moi, je m'arrête ici. On va pouvoir passer, si vous le souhaitez, à des questions avant de pouvoir passer au retour d'expérience de Intered. Oui, alors il y a eu deux petites questions par rapport à ce que tu as dit, Carole. Il y en a une question, c'est par rapport au coût et tarification. Les Mhm. systèmes prépayés est-il permis ou souhaitable dans un contexte, dans un projet d'eau communautaire? Donc Donc, ça, c'est une première question. D'accord. Et bon, en fait, en vrai, il y a que cette question-là parce qu'après, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Certaines communautés bénéficiaires de nos projets d'accès à l'eau ont mis en place pour les ménages ne pouvant pas payer avec l'argent un système de collecte de maïs. Donc, c'est juste un exemple. D'accord. Donc, voilà, il y a juste cette première question. D'accord. Bah, en fait, je vais pas y répondre directement puisque c'est encore une fois l'étude de faisabilité et le diagnostic socio-économique qui va permettre de répondre sur cette question. Il y a des exemples où oui, ça fonctionne et il y a des exemples où ça n'a pas beaucoup fonctionné, cette tarification prépayée. J'imagine, enfin, si j'ai bien compris, c'est en fait de pouvoir avoir, enfin, comment dire, des prépaiements à la bande fontaine avant de pouvoir avoir l'eau. Euh, Comme je vous dis, en fait, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise. Il y a on a eu des retours assez négatifs parfois parce que ça nécessitait des téléphones portables ou des connexions Internet et que c'était pas accessible à tout le monde. Donc là, c'était un gros problème puisque, bah, en fait, il y avait certaines personnes qui étaient exclues du service. Donc dans ce cas-là, c'est pas possible. Et parfois, ça marche très bien. Encore une fois, c'est le diagnostic qui va vous permettre de voir si ça se pratique autour, si c'est faisable, et de voir aussi celui qui va avoir la gestion et l'exploitation du service, s'il est OK avec ça, si ça lui convient comme façon de recouvrir le tarif. Mais ça peut être une bonne chose. Encore une fois, c'est le diagnostic qui le questionne et qui permet de répondre à ce type de questions. En fait, juste, je précise, on a fait les choix de pas forcément ouvrir à chaque fois les micros de tout le monde parce que vous êtes très nombreux et c'est compliqué à gérer. Donc, si c'est une question que vous pouvez facilement écrire dans les chats, on vous demande de les faire comme ça, elle peut être traitée. Autrement, à la fin de cette intervention, on pourra peut-être prendre un peu de temps et on pourra peut-être donner la parole à certains d'entre vous, mais tout le monde ne pourra pas intervenir. Donc, de préférence, si vous pouvez écrire les questions, c'est plus facile pour nous. Je vois qu'il y a une question qui vient de s'afficher sur l'idée, donc c'est ma collègue Sophie qui demande si en fait on a une idée de la durée de bonne pratique pour considérer qu'un nouvel opérateur aura suffisamment les armes pour se lancer. Mais non, j'ai pas d'idée de me dire c'est telle durée, c'est tel nombre d'années. Et je pense que ce qui va permettre de répondre à cette question, c'est justement le suivi technique et financier du service et qui va pouvoir voir au fur et à mesure des années si l'opérateur a encore besoin d'aide, d'appui dans le recouvrement, enfin, de formation, de renforcement de capacité ou si en fait on est bon, quoi. Donc, ça peut durer très peu de temps comme ça peut durer très longtemps aussi. C'est des choses qui vont dépendre aussi.
de l'histoire sur place, du contexte, de si les usagers ils ont déjà participé financièrement ou pas, s'ils ont déjà eu des mauvaises expériences, des capacités locales, des compétences locales qu'on peut aussi avoir en matière de maintenance. Toutes ces choses-là font que sur des contextes, ça va être quelques années et sur d'autres beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il y a pas une moyenne à passer sur place. Mais en tout cas, l'idée principale, hein, c'est de partir avec l'idée que quand on s'investit sur un territoire, on va s'y investir longtemps. Donc, pareil, quand on voit passer des projets qui se projettent pour 2, 3 mois et qui pensent qu'au bout de 2, 3 mois, ça sera terminé, et ben, c'est faux, c'est pas possible en fait. Oui, peut-être pour rebondir sur cette question, mais on va aborder ça aussi ultérieurement. C'est clairement un point sensible, la question de la durée du projet. En fait, je suis complètement d'accord avec Carole. C'est très difficile de donner une durée en nous disant, bah, si vous faites ça pendant 6 mois, bah, c'est sûr, ça va marcher. Néanmoins, c'est ce que nous, on a pu constater sur le terrain, c'est que plus il y a de l'accompagnement derrière, aussi bien pour sensibiliser les usagers que pour renforcer les compétences de tous les acteurs, mieux c'est pour les services. Donc, les stratégies d'effacer vos projets et avoir une stratégie des moyens long terme pour essayer de rester sur place, c'est toujours une bonne idée. Mais je pense que c'est des choses qu'on va aborder après. Oui, et je pense que, enfin, c'est ça. Et Sophia, elle a essayé d'éclaircir de sa question en disant que il y avait des difficultés parfois financières pour le porteur de projet de pouvoir assurer sa présence sur le long terme aux côtés de l'opérateur. Donc, j'imagine côté financement bailleur de fonds qui leur permettent pas toujours d'être sur place sur le long terme. Je suis pas certaine parce que, comme on le disait dans la conclusion, il y a la possibilité soit de phaser un projet, soit de imaginer dans de doter tout le service à l'échelle de toute une commune. Et donc, à chaque fois qu'on retravaille sur de l'infrastructure, on peut refaire du recyclage sur le suivi. Et en fait, je pense que les bailleurs sont pas du tout opposés à l'idée de financer aussi des activités de suivi, de gouvernance et d'appui de capacité sur un même territoire. Voilà, plutôt que de chaque fois recommencer de l'infrastructure. Voilà, c'est des choses qu'on voit aussi, qui sont pratiquées sur le terrain, des opérateurs qui sont là sur l'échelle d'une commune ou d'une intercommunauté, voire d'un département. Et quand ils font des nouvelles séances de formation et de renforcement, eh ben, ils incluent tous ceux des phases précédentes pour leur faire des recyclages et pour permettre d'avoir des éléments suivis dans le temps. Et je pense on va avoir une illustration bien plus concrète grâce à Interreg autour de ce point-là. Et d'ailleurs, peut-être que s'il n'y a pas de nouvelles questions, on peut passer à ta présentation, Tristan. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui. Merci Carole pour ces premiers éléments. Bah, du coup, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Tristan Salmon, donc, je suis chargé de capitalisation des programmes EHA et maintenance au sein d'Interreg, donc transversal au pays d'intervention dont les projets sont menés en EHA au sein d'Interreg. Du coup, je vais vous faire un retour d'expérience donc, sur les éléments qui permettent de contribuer et conditionner la viabilité des services de gestion dans les pays, dans les zones rurales de pays à faible revenu. Donc, dans un premier temps, je reviens. Hop, voilà. Je dis quelques mots sur l'organisation. Donc, Interreg est une ONG internationale de droit français fondée en 1980.
Donc, elle est porteuse d'une cinquantaine de programmes de développement dans 7 pays d'Afrique, donc Éthiopie, Mozambique, Madagascar, Malawi, Sierra Leone, Guinée et aussi Haïti en zone Caraïbe. Les programmes concernent principalement, enfin majoritairement, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la maintenance, suivi par l'appui au programme d'agriculture familiale et de développement agricole, ainsi que l'appui aux services de soins en zone rurale et l'appui à la scolarité des petits en école primaire. Voilà. Donc les contextes d'intervention sont donc, comme je l'ai dit, des zones rurales donc très enclavées, où il y a un temps d'accès conséquent, soit en moto, soit en véhicule, pour accéder à des populations isolées, mais ce sont des zones systématiquement à forte densité, où peu, voire pas d'acteurs sont présents. Donc j'insiste sur le fait que ce sont des zones à faible revenu, où les autorités en présence n'ont pas toujours les capacités financières, techniques pour intervenir, et sont aussi des zones où des investisseurs privés ne voient pas de viabilité dans le fait d'investir et de gérer des points d'eau qui sont distants et dont le recouvrement va être onéreux pour eux. Voilà, donc il s'agit de mettre en place des systèmes alternatifs en zone rurale densément peuplée pour ces zones-là. Donc, lorsqu'on parle des services de l'eau, donc si on veut décrire un petit peu plus spécifiquement de ce que l'on veut considérer ici, si on se place du point de vue de l'usager, le service de l'eau doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, comme la qualité d'eau mise à disposition, la quantité d'eau disponible. Il faut qu'il y ait une certaine continuité du service. Il faut que le service soit abordable financièrement. Il faut qu'il y ait une proximité du point d'eau qui permette de réduire la corvée d'eau au quotidien. Donc, c'est vraiment ce qui permet de mesurer ce que les attentes en termes de demande, de besoins des usagers du service de l'eau. Ensuite, on peut considérer que le service de l'eau est composé de, donc au sein du service de l'eau, on peut distinguer ce qui est de l'ordre des investissements physiques et sociaux, donc la construction d'ouvrages, l'analyse et la planification territoriale, la capacitation des acteurs locaux, la sensibilisation des communautés et l'appui à la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est toute une partie d'investissement initial. Mais il y a aussi tout le volet donc purement de gestion des infrastructures, donc qui est représenté dans le rectangle vert sur le schéma et qui est constitué, donc, alors, selon l'expérience d'Interreg, on caractérise assez naturellement aujourd'hui ce qui est de l'ordre des services de maintenance, donc des services purement techniques, de diagnostic, d'entretien, de maintenance des ouvrages, qui est réalisé par des opérateurs, des techniciens locaux, et toutes les fonctions de coordination de ce service qui gravitent autour de la maintenance technique, du coup, et qui vont constituer donc la gestion financière, le suivi des activités, le contrôle de ce qui a été mené, ainsi que la planification des interventions, la planification des tournées, le remplacement des opérateurs qui décèdent, qui quittent le territoire, etc. Donc, c'est des fonctions clés du service qu'il est essentiel de considérer, mais qui vont au-delà de la maintenance technique pure et dure. L'ensemble du service de l'eau est évidemment cadré de manière légale et institutionnelle via un code de l'eau qui décrit alors plus ou moins précisément les différentes étapes, les différentes fonctions, les rôles et les méthodologies à appliquer quant au service de l'eau, au service de gestion. Et voilà, l'ensemble de ces éléments permet d'avoir une vision un peu plus claire sur les entités constitutives des services de l'eau. Donc moi, je concentrerai mon propos essentiellement sur le service de gestion des ouvrages d'AEP. Alors, il nous semble indispensable de mentionner ici que pour parler de viabilité, même d'autonomisation, de durabilité des services de gestion, il y a un ensemble de prérequis qui constituent finalement l'environnement favorable des services de gestion, des services de maintenance qui seront mis en place. Alors, ça passe notamment par la conception et la réalisation des nouvelles infrastructures,
Celles-ci doivent être considérées, conçues et pensées de telle sorte que ces infrastructures puissent être maintenues par des opérateurs locaux en fonction de leurs capacités, leurs compétences, les outils qu'ils ont à disposition, etc. On voit par exemple souvent, c'est illustré par les photos ici, que sur des réseaux gravitaires, on va dire de conception classique, des problèmes de surpression en aval des réseaux, de par la conception de l'ouvrage, donc ce qui amène à voilà, des points d'eau avec une pression très élevée, donc difficile d'utilisation. Ça conduit à des ruptures de robinet de manière régulière, ce qui peut avoir un coût en termes de gestion. Et lorsqu'on a plusieurs robinets qui cassent et qui ne sont pas remplacés, on peut avoir tout le réseau et le réservoir qui se vident. Et donc, on a une perte de la continuité du service, on a une dégradation du service, de la fiabilité du service de gestion, etc., etc. Donc, il existe des techniques aujourd'hui voilà, que, en tout cas, Intered met en œuvre depuis de nombreuses années, qui sont éprouvées, pour avoir des systèmes simples, maintenables par les opérateurs locaux, qui réduisent ces problèmes de pression, qui suppriment la présence de vannes sur les réseaux et qui contribuent à viabiliser, à rendre les systèmes maintenables par des opérateurs locaux. En ce qui concerne la réalisation, bon, je le rappelle ici, parce qu'on le constate encore sur le terrain parfois, mais tout investissement en termes de construction d'AEPG, de puits, de forage doit se faire systématiquement, évidemment, en fin de saison sèche pour pallier tout phénomène de saisonnalité des points d'eau et donc de tarissement des points d'eau en saison sèche. Euh, donc, j'ai parlé de la construction, mais c'est aussi les réhabilitations pour qu'un gestionnaire, quel qu'il soit, puisse intégrer un ouvrage dans son parc de points d'eau à gérer. Ces points d'eau doivent être maintenables finalement. Donc ça veut dire qu'il y a un investissement initial qui est à faire pour remplacer les pièces qui sont inabordables pour les communautés et qui ne permettent pas de garantir la maintenabilité de l'ouvrage. Par exemple, des tuyaux d'exor de pompes à motricité humaine en galvanisé qui vont conduire à l'oxydation, une baisse de la qualité de l'eau, donc une dégradation du service, de la continuité d'un service de qualité. On peut penser aussi à l'ajout d'un captage de source sur un AEPG pour pallier un manque de disponibilité d'eau sur un réseau. Donc ça, c'est tout un travail de réhabilitation qu'il faut faire en amont du transfert d'ouvrage à un gestionnaire. Toute cette partie investissement sur les infrastructures doit être conditionnée, et c'est un objectif que se fixe Interreg dans les 6 pays d'intervention, c'est que les bénéficiaires doivent obligatoirement souscrire au principe de la gestion qui est co-construit avec les acteurs sectoriels locaux et contribuer financièrement aux services de gestion pour pouvoir les viabiliser dans le temps et les autonomiser. Autre élément clé à l'étape initiale avant de la mise en place d'un service de gestion, c'est la co-construction euh, avec les acteurs locaux euh, de modalités de gestion pour qu'ils soient conformes avec la réglementation locale et nationale. Le code de l'eau ne définit pas systématiquement l'ensemble des éléments, des modalités de gestion, des modalités de suivi, les rôles des différents acteurs. Donc, il s'agit bien de co-construire des solutions parfois innovantes en concertation avec ces services avec ces services de l'État, avec ces autorités traditionnelles, pour élaborer des services de gestion professionnels des infrastructures d'alimentation en eau potable. On a par exemple le cas en Guinée où c'est aussi les infrastructures elles-mêmes. Donc, dans la zone où on travaille, donc en Haute-Guinée, on a 3 types de PMH, donc des Cardia, des Vernier et des India Mark II. Et les India Mark II ne sont pas reconnus officiellement par les services de l'État comme étant des pompes viables, enfin des pompes reconnues officiellement. Donc il s'agit de faire tout un travail de concertation, d'échange et de plaidoyer auprès des autorités, puisque évidemment, ces pompes doivent malgré tout être maintenues, puisqu'elles sont utilisées par les communautés dans les villages et qu'elles représentent malgré tout 30% du parc de pompes. Donc l'ensemble de cette co-construction de solutions doit être autant que possible formalisé au travers d'accords, de notes de service, de contrats de délégation. Les opérateurs doivent être certifiés, donc reconnus comme étant des professionnels. Et il peut y avoir aussi l'élaboration de bylaws, donc de lois locales, qui peuvent être des lois orales, permettant d'établir les règles d'utilisation des infrastructures.
L'accès aux pièces détachées est un autre élément clé de la viabilisation et du prérequis à la viabilisation des services de gestion, puisque sur des réseaux gravitaires, l'accès aux pièces détachées est moins problématique, puisque le marché libre permet de le pourvoir en pièces détachées, mais sur les PMH, on constate souvent une fragilité, voire une absence de filière, à la fois à l'échelle nationale, mais encore plus à l'échelle locale. Donc, il s'agit de pouvoir faciliter l'import de pièces détachées, puisque les importateurs parfois ne se concentrent que sur l'import de pompes complètes, ou alors il y a une absence d'importateurs. C'est le cas à Madagascar, par exemple. Sur les India Mark III, on n'a pas d'importateur, donc il faut importer directement d'Inde. Et il faut appuyer le développement de filières locales, puisqu'évidemment, les pièces détachées doivent pouvoir être accessibles aux communautés dans un rayon de distance respectable, euh, localement, à travers des revendeurs locaux, donc des petites boutiques qu'il faut affilier à ces réseaux de distribution. Donc, si on rentre dans le détail de l'organisation des services de gestion maintenance en tant que tel, un des éléments clés qu'on aimerait vous partager aujourd'hui, c'est le fait que, selon nous et l'expérience que l'on constate sur le terrain, que des services de gestion communautaires non professionnels conduisent à une dégradation progressive des infrastructures et ne permettent pas leur pérennité dans le temps. Donc, il s'agit bien de devoir professionnaliser la gestion, même si elle est à base communautaire. Donc, la gestion à base communautaire doit finalement être appuyée, encadrée par des professionnels, par des acteurs professionnalisés, compétents, outillés pour pouvoir gérer des ouvrages. Donc, c'est à la fois sur les fonctions techniques, hein, des réparateurs, comme je le disais tout à l'heure, ou sur des fonctions de gestion, coordination, de pilotage des réseaux, de dispositifs de facturation, etc. Dès lors, donc c'est de la professionnalisation d'un ensemble d'acteurs. Euh, Cette professionnalisation, du coup, elle doit conduire à une forme de transparence, de redevabilité. Donc, ça veut dire la mise en place de reçus. C'est un service qui doit être qualitatif, donc avec des garanties en termes enfin, des qualités relationnelles, etc. Donc, je vous ai mis quelques indicateurs de manière régulière là, en encadré jaune. Ce sont des indicateurs, alors ici c'est de la performance, mais ça peut concerner la durabilité, la viabilité, etc. Ça permet d'avoir des objectifs à se fixer, ou en tout cas, c'est les objectifs que nous nous fixons sur les différents programmes. Donc ici, des indicateurs de performance, donc de temps de réponse à la panne par point d'eau, la qualité relationnelle, la quantité d'eau ou encore la qualité d'eau. Autre élément clé en termes de viabilisation des modalités de gestion, je l'ai un peu mentionné déjà, mais je voulais mettre un point d'orgue sur cet élément-là, finalement, puisque le suivi des points d'eau à l'échelle du service, donc à l'échelle d'un district, d'un département ou l'équivalent, enfin, d'un district, pour qu'il soit effectif et durable, il doit être réalisé par un acteur local. Et donc, selon le type de gestionnaire qu'on a sur place, il va falloir voilà, organiser, penser ce dispositif de suivi qui permet finalement de voir quelle est la fonctionnalité des points d'eau à l'échelle du territoire, de savoir donc quel est le niveau d'accès à l'eau, qui permet aussi de remplacer un opérateur défaillant, un opérateur qui quitte le territoire, etc. Donc, si on a un gestionnaire de type ONG local qui occupe, j'allais dire, via des salariés, l'ensemble des fonctions de suivi, cette problématique de suivi du service, elle est déjà résolue, on va dire, au travers de la modalité de gestion. Dans des modalités de gestion, on a des opérateurs privés indépendants sur un territoire, donc des réparateurs qui ont un parc d'une cinquantaine de points d'eau, et on a une dizaine, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'opérateurs, comme c'est le cas au Malawi, qui opèrent sur un territoire très vaste. Il faut une entité située au-dessus de ces opérateurs pour pouvoir faire le suivi. Donc, ce qu'on est en train de tester, ce qu'on a mis en place, et les premiers résultats sont très encourageants, c'est d'investir davantage les autorités locales sur ce travail de suivi à travers un dispositif de capacitation.
et de mesures incitatives. Donc, il s'agit là de fournir un sursalaire, donc pas un salaire, mais vraiment un complément de salaire, des perdièmes et de financer effectivement le carburant pour les véhicules qu'ils ont en général à disposition, mais pas les moyens d'alimenter en carburant. Il faut savoir que dans les zones où on travaille, les agents des services de l'État ne sont pas toujours rémunérés ou pas rémunérés tous les mois. Donc ça, c'est un véritable levier qu'on essaye de mettre en place pour capaciter ces acteurs et les mettre finalement en capacité de jouer leur rôle pour lesquels ils sont présents sur le territoire. Donc ça, c'est une solution qui est en place en Sierra Leone, sur nos territoires d'intervention en Sierra Leone, ainsi qu'en Éthiopie, et dont les premiers résultats sont très intéressants. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail par la suite si vous le souhaitez. Il existe d'autres dispositifs comme au Malawi où on met à disposition sur une plateforme nationale appelée M-Water, qu'on trouve dans plusieurs pays d'ailleurs, la fonctionnalité des points d'eau qui est collectée au niveau local. Bon, tout l'enjeu est de mettre à jour régulièrement cette base de données, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de transférer le suivi de la fonctionnalité des points d'eau sur cette base qui est accessible à tout opérateur à l'échelle nationale et qui permet d'observer la fonctionnalité des points d'eau sur un territoire donné. Autre élément important, c'est la qualité du service et la gouvernance. Carole le mentionnait tout à l'heure. Donc avoir des rôles et des responsabilités clairement établis entre les maîtres d'ouvrage, le gestionnaire, l'autorité compétente qui reconnaît la délégation de gestion, mais aussi bien entendu les usagers qui peuvent avoir des représentants ou des représentantes, idéalement des représentantes, puisque ce sont bien souvent des femmes qui sont les premières utilisatrices des points d'eau. Donc avoir aussi des réunions sectorielles, des moments dans l'année où cette redevabilité est permise. Donc c'est le cas par exemple à Madagascar, où il y a des réunions annuelles avec le gestionnaire, la commune rurale et la direction régionale de l'eau, ainsi que les représentantes des usagers, où le gestionnaire présente donc son bilan financier, les activités qu'il a menées dans l'année. Les représentants des usagers peuvent faire remonter leurs doléances, juger de la qualité du service sur des critères préétablis à l'avance et fournir leurs doléances en cas de besoin sur le service fourni. Donc c'est un élément essentiel pour que de redevabilité, de qualité du service fourni, pour que chaque acteur puisse jouer son rôle et puis influencer donc, sur le gestionnaire en cas de défaut de services fournis, etc. Je bascule évidemment sur la tarification du service. Donc les services de gestion professionnelle, quel que soit le type de gestionnaire, donc en régie, délégataire de services ou via des entreprises sociales, doivent être payants pour les usagers, puisque les tarifs de l'eau représentent une part significative du financement du service, même si ce n'est pas la totalité, on le verra tout à l'heure. Permet aussi une appropriation des points d'eau par les usagers, par les comités de points d'eau. Donc c'est un élément essentiel et indispensable pour garantir la durabilité et la viabilité des services. Ensuite, quand on rentre dans le détail des tarifs mis en œuvre, donc ces tarifs sont bien entendu systématiquement conventionnés en accord avec les autorités nationales et locales. Et donc, il existe deux modes de tarification principalement. Donc, le mode de tarification forfaitaire par point d'eau. Donc, il s'agit bien souvent d'un montant forfaitaire annuel et qui s'applique dans les zones rurales villageoises où on a une bonne cohésion sociale. En cas de non-cohésion, on n'arrive pas à faire. Voilà, le mode de tarification au forfait ne fonctionne pas et dans ce cas-là, on passe sur du volumétrique. Donc l'avantage du forfaitaire, c'est qu'on a un paiement annuel par point d'eau. Donc c'est un tarif abordable pour une consommation qui va être sur le principe quasiment illimitée.
Le coût va être beaucoup plus inclusif parce que généralement, les communautés s'organisent pour que les personnes les plus vulnérables ne payent pas le service, mais y aient accès malgré tout. Et on constate aujourd'hui, la littérature le prouve aussi, c'est que le forfaitaire a un meilleur niveau de financement du service, puisqu'il y a un plus grand nombre de points d'eau qui vont contribuer au service à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est les principaux avantages du forfaitaire. Le volumétrique, quant à lui, du coup, a pour effet d'être moins inclusif, puisque les personnes les plus vulnérables n'auront pas les moyens de payer un tarif qui est plus élevé pour accéder à cette eau potable de qualité. Donc, ce qui sous-entend la mise en place, si on veut un système inclusif d'une tarification sociale. Donc, il y a tout un tas de dispositifs et voilà, de méthodologies à mettre en place pour euh, mettre en œuvre, enfin, designer finalement, concevoir un service de tarification sociale. Et le coût de collecte sera plus élevé puisque cela implique la mise en place de compteurs, de relevés, donc de passages réguliers, de facturation pour voilà, des points d'eau qui sont facturés au volume. Au sein de ces tarifs volumétriques, on a aussi donc, le volumétrique privé. Donc il y a un financement très élevé du service puisque les volumes consommés sont généralement importants. Par contre, il y aura toujours un coût élevé parce qu'il faut relever les compteurs, facturer, etc. Et il y aura une pression plus élevée sur la ressource. Donc ça, il faut être toujours très vigilant sur le nombre de branchements privés. Donc branchements privés, c'est les branchements domiciliaires, hein, finalement. Et il faudra sans doute, et c'est le cas dans nos pays d'intervention en tout cas, c'est de mettre en place des tranches tarifaires pour pallier cette surconsommation de la ressource qui peut pénaliser les points d'eau publics. Et on constate aussi, j'étais encore à Madagascar il y a peu de temps, durant une réunion communale, en général, les points d'eau volumétriques ont tendance à accaparer toutes les préoccupations des équipes communales locales présentent certaines difficultés en termes de gestion et de management de ces points d'eau spécifiquement. Donc il faut être conscient de ce genre de problématiques avant de s'engager sur le volumétrique. Mais bien entendu, le volumétrique est incontournable en zone périurbaine et là où il n'y a pas de cohésion sociale, ou peu. Donc, il existe des leviers pour améliorer le recouvrement. On les a mentionnés un peu tout à l'heure, enfin, Carole en a parlé tout à l'heure en introduction, mais il y a évidemment la sensibilisation des communautés qui peut se faire donc, via les opérateurs eux-mêmes. Par exemple, au Malawi, on a des séances de sensibilisation sur la gestion et la maintenance qui est faite par l'opérateur, accompagné des équipes d'intérêt, mais par les opérateurs qui présentent les pièces détachées à changer, à quelle fréquence, quels sont les coûts de ces pièces, et pour pouvoir expliciter finalement quels sont les coûts qui existent derrière ces dispositifs de gestion des infrastructures. Donc, avec cette méthodologie de sensibilisation, on atteint un certain niveau de recouvrement à l'échelle territoriale. On gagne en termes de recouvrement des différents villages via cette méthodologie. Pour aller un peu plus loin et en cas de difficulté, pour augmenter le recouvrement à l'échelle du service, on peut passer donc à la coercition voilà, des pénalités ou voire des coupures d'eau sur certains ouvrages en cas de non-paiement, puisque les critères voilà, de gestion étaient définis préalablement à l'avance avec voilà, une tarification conventionnée, la nécessité de payer le service. Donc, on peut procéder à une coupure d'eau en accord avec les autorités officielles, donc traditionnelles ou institutionnelles. Et bien évidemment, ça, c'est une solution palliative, mais de court terme. Enfin, c'est pas évidemment, c'est transitoire. Mais ça permet effectivement d'améliorer la contribution des communautés et la volonté à payer, puisqu'il faut bien distinguer la volonté et la capacité à payer. On est toujours sur des tarifs de l'eau qui sont largement de l'ordre de la capacité à être payés par les communautés. Donc on parle bien de la volonté à payer ici. Et en cas de non-cohésion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier mode voilà, d'amélioration de levier de recouvrement, c'est le volumétrique,
qui peut avoir lieu aussi dans les villages finalement ou sur des pompes à motricité humaine où finalement il n'y a pas de collision, on peut installer un réservoir, mais donc un fontainier qu'il faut rémunérer, etc. Donc finalement, les modalités de gestion en zone rurale et leur financement peuvent être catégorisés, pardon, à travers des outils, voilà, une typologie, la typologie par exemple des 3T qui a été développée par l'OCDE. Donc c'est le taxe, tarif et transfert, et qui permettent de caractériser finalement que va couvrir chaque financement euh, euh, au sein du service de gestion, au sein du service de l'eau. Donc ici, la méthode des 3T permet de détailler donc, ce qui est de l'ordre du tarif, donc ce qui est financé par les usagers, ce qui est de l'ordre du transfert, donc du subventionnement via des financements internationaux, et ce qui est financé via les taxes locales, donc les financements institutionnels. Donc on peut regrouper là-dedans, par exemple, la participation des acteurs institutionnels via leur salaire, leur participation dans les activités de suivi et gestion. Voilà, ça contribue à financer le service. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que le tarif appliqué aux usagers, donc dans les 6 pays d'intervention euh, ou intérêt d'appui les services de gestion, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays d'intervention, donc on le retrouve dans la littérature, c'est que le tarif ne permet pas de couvrir l'ensemble des fonctions nécessaires euh, à la bonne exécution des services de gestion. Donc le tarif couvre à minima l'ensemble des coûts de pièces détachées, de main-d'œuvre et de transport des techniciens réparateurs, et dans certains cas, une partie des fonctions de coordination du service, donc de planification, suivi, contrôle, achat, stockage des pièces et gestion financière. L'essentiel de ces fonctions de coordination sont aujourd'hui financées par de la subvention internationale, le tarif ne permettant pas de couvrir l'ensemble de ces fonctions. Donc ça, c'est un élément clé qu'on souhaite mettre en avant, puisque finalement, les services de gestion doivent être pensés dès l'amont, budgétés en fonction voilà, en considérant ce besoin de subventionnement au moins à moyen terme en zone rurale. Donc, pour illustrer davantage mes propos et expliciter un petit peu les modalités de gestion mises en place et appuyées par Interreg dans le pays d'intervention, je voulais revenir donc assez brièvement hein, sur les 6 pays d'intervention où on intervient. Donc, il y a la Guinée, la Sierra Leone, le Malawi et le Mozambique où on intervient dans l'appui aux modalités de gestion sur des infrastructures de type PMH. Donc, on a différents types de pompes qui vont conditionner le mode de maintenance préventive, les modalités de la maintenance préventive mises en place. Et on a aussi des programmes qui appuient des modalités de gestion en Éthiopie et à Madagascar, où on est principalement sur des réseaux gravitaires. Donc, il existe au sein des modalités de gestion qu'on appuie, 3 grands types de modalités de gestion. Donc la gestion communautaire renforcée par des opérateurs professionnels privés certifiés, conventionnés. Donc sur ces modalités de gestion, pardon, euh, je vais passer à la slide suivante, voilà. Sur ces modalités de gestion-là, donc on a un comité de points d'eau qui va collecter les cotisations auprès des ménages et payer une prestation, un contrat de maintenance préventive annuelle auprès d'un opérateur privé certifié conventionné et se réapprovisionner en pièces détachées auprès de boutiques dans un réseau proche au niveau local, sur les marchés locaux, etc. Donc, à titre d'exemple, en Sierra Leone, on a un réseau de 44 pompes techniciens, donc de réparateurs privés, dans 4 districts distincts qui proposent des services de maintenance préventive annuelle sur des India Mark II. Donc ça suppose une visite technique dans l'année pour le remplacement des pièces d'usure rapide. Et on a 11 revendeurs locaux qui sont certifiés également par les Water Directorate et qui sont situés dans les zones de chalandise, donc localement.
Le suivi de la fonctionnalité des ouvrages est un élément clé du service et il est réalisé grâce à un système de grading des points d'eau que l'on retrouve dans plusieurs pays. Donc, le grading permet de qualifier un point d'eau A, par exemple, qui est purement fonctionnel, un point d'eau B fonctionnel, mais avec un certain défaut, donc qui est maintenable par l'opérateur local. Donc, c'est un point d'eau qui fournit de l'eau, mais il doit être maintenu. Un point d'eau C qui est du coup inopérationnel et qui est hors compétence du service de gestion locale. Donc, ça nécessite un investissement extérieur et les points d'eau D, dont l'infrastructure, donc le puits, par exemple, c'est le cas en Sierra Leone, ce sont des puits essentiellement qui sont équipés de pompes à motricité humaine. Le puits s'est effondré, donc ça nécessite un investissement externe. Ce système de grading et de suivi détaillé permet de savoir chaque année, à un instant T, quels sont les périmètres en gestion, quels sont les périmètres où on a besoin d'investissements complémentaires pour réhabiliter des ouvrages ou pour consolider les infrastructures en tant que telles. Donc, j'ai mis aussi des indications en termes de tarifs de l'eau. En Sierra Leone, on est sur un tarif de 9 euros qui comprend la maintenance, la main-d'œuvre, le transport et les pièces détachées. Euh, et on est sur un parc de pompes géré de 3600 points d'eau avec une fonctionnalité de 80% au minimum sur les 4 districts où on intervient. Au Malawi, donc c'est un schéma tout à fait similaire avec davantage un périmètre plus étendu. Donc on a plus de 300 réparateurs, 92 boutiques et on fournit, les opérateurs locaux fournissent un service de maintenance préventive sur des infrastructures de type AfriDev, donc avec 3 visites techniques dans l'année pour le remplacement des pièces d'usure rapide chaque année. Le tarif est là de 33 euros, qui comprend encore une fois la main-d'œuvre, les pièces détachées. Le transport est inclus, mais bon, au Malawi, les opérateurs se déplacent à moto, à vélo, pardon, sur un rayon de quelques kilomètres de 3 heures maximum, à titre indicatif. Et on est sur un parc de presque 22 000 pompes AfriDev sur 7 districts avec 2600 points d'eau qui ont souscrit à des contrats de maintenance en 2024. Une autre modalité de gestion, c'est la gestion communautaire assurée par des fédérations renforcées par des services déconcentrés. Donc on est ici en zone sud de l'Éthiopie, en région sud éthiopienne. Donc ce sont des zones montagneuses très enclavées, très escarpées, difficiles d'accès, où les modalités de gestion sont assurées donc via des fédérations d'usagers de l'eau. Donc, ce sont des comités composés de membres issus de la société locale qui assurent les fonctions de suivi de la fonctionnalité, de gestion financière, d'achat et de stockage de pièces détachées, et qui rendent des comptes au bureau de l'eau, les bureaux institutionnels, donc les experts du bureau de l'eau à l'échelle du Woreda. Ces fédérations rémunèrent un agent de l'eau chaque mois à travers d'un salaire un agent de l'eau qui va réaliser donc les diagnostics, la maintenance et donc la mobilisation aussi des communautés qui vont venir en appui lorsqu'il va falloir faire des réfections de réseaux, creuser les réseaux pour les remplacer, etc. Donc on est vraiment sur une gestion à base communautaire renforcée par des acteurs professionnels, donc ici un agent de l'eau professionnel compétent formé pour le faire. Euh, on est en termes de forfait, en termes de modalité de gestion, on est sur un forfait prépayé, donc pour un service garanti. Donc on n'est plus sur une maintenance préventive, mais on est sur un forfait annuel. Donc dès lors qu'il y a une panne, la fédération se doit d'intervenir et de réparer le point d'eau. Donc, on a 171 fédérations couvertes sur le périmètre qui ont permis de cumuler un total de 44 000 euros en 2024. Et on a un taux de recouvrement aujourd'hui donc, de près de 100%, à 98,8%
sur ce territoire sud-éthiopien. Une autre modalité de gestion, donc, c'est les services de gestion professionnelle assurés par des ONG locales délégataires de services pour des communes rurales. Donc là encore, l'objectif, c'est d'avoir un service de l'eau qui réponde aux demandes et aux besoins des usagers. Et voilà, le constat qui a été fait, c'est que la gestion à base communale, à travers un service technique de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ne permettait pas, du fait d'un turnover des équipes communales et de l'absence de financement systématique d'un agent communal de l'eau à l'échelle de la commune, de fournir un service pérenne euh, à l'échelle locale dans les zones rurales. Donc, un dispositif, une alternative co-construite avec les acteurs locaux a été de mettre en place des ONG locales, donc Swakoods et Tein, qui interviennent dans les zones en vert sur l'île de Madagascar et qui fournissent là également un service garanti à l'année sur les périmètres concernés. Le paiement du service est à la fois forfaitaire et volumétrique et il permet de ce forfait où l'ensemble de ces paiements sont déclinés ensuite en redevance communale qui est reversée à la commune. Une partie du tarif sert au renouvellement et à la gestion des bassins versants des zones de captage et 83% pardon, est destiné aux gestionnaires pour la maintenance, la gestion, le suivi et la collecte d'informations. Voilà, donc en synthèse, les modalités de services de gestion en zone rurale, donc modalités de gestion à but non lucratif, doivent être des modalités de gestion qui doivent être professionnalisées. Donc, ce sont des gestions à base communale. Il y a toujours une participation de la communauté dans certaines tâches, dans certaines fonctions de collecte d'argent, de suivi, mais elles doivent être renforcées par des acteurs professionnels et les services doivent nécessairement impliquer un paiement, donc un tarif conventionné par les usagers. Ce qui suppose de budgéter ces modalités de gestion et de prévoir son mode de financement. Et comme on l'a vu, ces services sont nécessairement subventionnés, on le constate aujourd'hui sur le terrain, sur les pays d'intervention d'intérêt, mais aussi auprès d'autres acteurs qui interviennent en Afrique essentiellement. Et cela implique essentiellement donc une co-construction de modalités de gestion sur le temps long pour investir des acteurs locaux sur des fonctions clés du service qui sont garantes de leur autonomisation et de leur viabilité. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on voulait insister, c'est voilà, de considérer finalement l'ensemble des acteurs locaux qui vont être nécessaires à assurer l'ensemble de ces tâches et puis de co-construire des modalités qui ne sont pas nécessairement définies clairement au sein du code de l'eau pour pouvoir garantir la viabilité et la pérennité de ces infrastructures. Quelques ressources pour aller plus loin. Donc, sur le réseau pratique qu'on partage avec d'autres ONG, vous trouverez par exemple des vidéos sur les modalités de gestion assurées par l'ONG Swakoods à Madagascar, une note d'orientation sur le financement des services de l'eau en zone rurale selon les modalités de gestion que l'on appuie, une méthodologie aussi pour mettre en place la tarification sociale de l'eau, mise en œuvre en l'occurrence à Madagascar, et aussi des liens externes. Donc, une note méthodologique pour la gouvernance, pour la professionnalisation des services de l'eau en zone rurale, ainsi qu'une note sur la tarification volumétrique de l'eau en comparaison au service, à la tarification, pardon, forfaitaire en zone rurale. Je vous remercie, je reste disponible pour vos questions. J'ai débordé un petit peu sur mon temps de parole, mais voilà, je reste disponible et mon collègue Olivier également pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Tristan. Pas de problème pour le fait d'avoir dépassé. On a encore au moins une bonne demi-heure pour pouvoir échanger avec la salle. Merci pour ta présentation très complète. On a eu pas mal de réactions dans le chat.
Euh, J'en ai suivi quelques-unes. Anna, tu complèteras si j'ai pas vu tout passer. D'accord. Il y a une de nos collègues qui nous demande, alors Anna a déjà commencé à répondre, mais je trouvais intéressant d'avoir ta vision des choses. Si quand tu parles de gestion professionnelle, tu parles de compétences ou tu parles du fait que les personnes soient rémunérées, soient salariées pour en fait leur Pour leurs mission. tâches, ouais, pour leur Ou mission. est-ce que c'est les deux? Alors non, non, alors je parle bien, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais de professionnalisation, ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement rémunérées pour les tâches qu'elles ont à faire. Par exemple, l'exemple que je citais, par exemple en Éthiopie, avec le comité de point d'eau, composé d'acteurs issus des communautés. Ce sont des volontaires, ils ne sont pas rémunérés pour le faire. Par contre, cela nécessite de les appuyer et de les former, de leur mettre des outils à disposition pour pouvoir suivre le parc de points d'eau qu'ils ont sur leur territoire. Donc c'est en ce sens que je voulais dire les professionnaliser. Ça ne veut pas nécessairement dire les rémunérer systématiquement. Donc on peut avoir des opérateurs professionnels rémunérés et d'autres non. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors on a donc Territoire solidaire qui est porte-parole de son groupe de travail aujourd'hui dans leur bureau à Marseille, qui nous partage un commentaire, question sur la complexité en fait que ça représente. On a l'impression que finalement c'est les meilleures pratiques possibles, mais que les choses sont beaucoup plus difficiles et complexes sur le terrain. Alors, il nous demande est-ce qu'il ne faudrait pas identifier des sources de financement, des études préalables qui permettent de prendre en compte l'ensemble de ces critères et peut-être tout simplement aussi repenser nos pratiques sur le terrain pour travailler sur des zones plus proches afin de s'assurer un suivi simplifié des projets, de la maintenance des ouvrages. Je te laisse avoir une réaction peut-être à ce propos. On peut aussi donner quelques éléments côté PSO sur ces questions-là. D'accord. Oui, alors effectivement, alors chaque modalité de gestion doit être, bon, je le disais, co-construite avec les acteurs locaux. Même les modalités qu'on appuie, elles sont loin d'être parfaites, elles sont loin d'être autonomes malheureusement aujourd'hui. Et donc il s'agit bien de, voilà, c'est bon, ONG, Interred est une ONG qui s'inscrit sur le temps long, qui a l'avantage de pouvoir voilà, vraiment tester des choses qui fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Mais il s'agit bien de co-construire systématiquement avec les acteurs locaux des solutions, parfois innovantes, puisque je le disais, les codes de l'eau, la réglementation locale ne peut simplement définir que la modalité de gestion doit être faite par des opérateurs privés, donc ça va être la gestion communautaire appuyée par des opérateurs privés, mais ne va pas détailler comment le suivi doit être organisé à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Donc il s'agit toujours de, voilà, de travailler en main dans la main avec les autorités pour établir voilà, des dispositifs qui soient concrets, pragmatiques et utilisables par les acteurs locaux. Donc évidemment, chaque pays a des contextes différents. Il n'y a pas de solution clé en main, mais il y a vraiment comment dire, des étapes clés qu'il ne faut pas, qu'il faut bien avoir en tête dès l'amont, c'est d'avoir voilà, de la co-construction de solutions, la professionnalisation, le paiement d'un tarif. C'est vraiment des étapes indispensables, des ouvrages qui soient maintenables. Ça fait partie d'un environnement favorable finalement pour répondre à ces enjeux-là. Et en termes de financement, bien évidemment, ça c'est un autre enjeu où effectivement il faut penser sur le temps long et c'est pas que la partie investissement, mais bien la partie gestion qui va devoir être financée au moins pendant quelques années pour pouvoir être viable et durable sur le temps long. Je te rejoins tout à fait dans la réponse que tu as donnée. L'idée aujourd'hui, c'était de profiter de votre expérience qui est rappelle-moi depuis quand Interred existe, a été créé. 1980. Voilà. Donc de votre expérience très longue de terrain
pour permettre de pouvoir faire des retours d'expérience sur les bonnes pratiques que tu viens de citer. Euh, mais de savoir aussi qu'elles sont perfectibles toujours, en fait, qu'il y a toujours des façons d'aller plus loin, de voir un retour sur ce qu'on fait et que c'est vraiment le temps sur le terrain et le temps de suivi qui va permettre de pouvoir euh, tester des choses, faire des réadaptations, bien sûr d'avoir des préalables, tous ceux que tu as cités, dont la tarification du service et bien sûr des systèmes techniquement viables, etc. Euh, mais moi, je voulais aussi témoigner, comme je vous ai dit, que j'ai vu des systèmes fonctionner avec ces mêmes principes sur des toutes petites zones, avec des projets portés par des diasporas, donc de manière bénévole, mais avec cet esprit-là de tarification, de suivi et de temps long sur le terrain et de professionnalisation du service, avec notamment la formation d'opérateurs pouvant réaliser la maintenance et cet aspect aussi de pouvoir se procurer les pièces détachées disponibles. Et donc ça, c'était porté sur des petits projets, mais qui avaient une excellente connaissance du contexte. Voilà, c'était aussi pour rappeler que ces bonnes pratiques-là, elles sont partageables par différentes tailles de structures. Ouais, et aussi pour aller un petit peu plus loin, effectivement, alors là, j'ai présenté des modalités de gestion qui sont en place dans des pays où on est présent depuis très longtemps, où les réseaux sont assez étendus, il y a plusieurs districts, plusieurs zones dans le pays, etc. Mais on a aussi des pays d'intervention où on intervient depuis moins longtemps. C'est le cas, par exemple, en Guinée, où je ne suis pas rentré dans le détail, mais les services de gestion sont plus modestes puisqu'ils sont en cours de co-construction. Et on travaille à l'échelle d'une préfecture et de deux communes actuellement. Donc c'est un périmètre très restreint, mais il s'agit de co-construire, là encore, des modalités de gestion petit à petit, en commençant sur un périmètre restreint et modeste pour pouvoir réfléchir, tester des choses et voir ce qui est viable, ce qui est durable et à quel point on peut mobiliser les acteurs locaux et sur quelles fonctions précises finalement. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question. euh, Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je constate que la majorité de vos expériences réussies concernent les points d'eau. Est-ce que vous avez expérimenté les réseaux d'eau en zone rurale? Oui, alors Et les si réseaux oui, quelles d'eau. ont été les difficultés? Alors, alors j'imagine que les réseaux d'eau, c'est les réseaux gravitaires. Oui, je pense. Ouais, alors je l'ai évoqué, mais pas peut-être pas très spécifiquement, mais effectivement, on est sur deux types d'ouvrages. Je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais on travaille sur des ouvrages de technologie simple. On appuie des modalités de gestion sur des ouvrages de type pompe à motricité humaine ou des réseaux gravitaires, donc alimentés uniquement par gravité, mais pas par pompage solaire. Donc en Éthiopie et à Madagascar, hein, les modalités que je vous ai présentées, ce sont bien des modalités de gestion qui ont lieu sur des réseaux gravitaires. Et on a pas mal effectivement, de retours d'expérience là-dessus. Donc encore une fois, sur du paiement qui peut être forfaitaire en zone villageoise et du paiement en volumétrique sur des zones de petits bourgs ruraux ou en absence de cohésion sociale. Voilà. Mais il s'agit bien d'avoir des ouvrages, qu'il s'agisse de pompes à motricité humaine ou de réseaux gravitaires, des ouvrages maintenables par des opérateurs locaux selon leurs compétences et les moyens qu'ils ont à disposition. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si elle était plus spécifique, mais voilà ce que je peux en dire. Je pense que ça répond à la question. Sinon, la personne pourra repréciser dans le chat. Euh, Oui, moi je voulais juste intervenir pour dire, en fait, j'insiste sur les diagnostics initiaux. Et en fait, vraiment l'effet aussi de réfléchir. Enfin, en fait, toutes les réflexions que nous sommes en train de vous partager aujourd'hui, elles sont bien évidemment intéressantes. C'est des questions qu'il faut se poser, mais on n'aura pas une solution modèle type pour tout le monde. Enfin, je reviens par exemple sur les principes de payer ou pas payer un opérateur, enfin, ou un technicien ou un plombier qui intervient. Eh bien, ça va dépendre en fait de chaque contexte, de chaque cas. Donc, enfin, c'est vrai que c'est des questions qui sont, il faut vraiment analyser dans les contextes, à la fois
via ces diagnostics, cette étude de faisabilité dans lesquelles il y a une partie socio-économique, vous allez discuter avec les populations et aussi vous intéresser, et ça c'est quelque chose aussi sur lesquels, enfin, là, Intérêt nous partage aujourd'hui enfin, toute son expérience, mais les PSO, voilà, c'est un peu aussi notre travail de mettre en réseau, vous tous, en fait, partenaires qui intervenaient partout dans le monde. Donc, en fait, la plupart du temps, il y a des expériences qui ont été réalisées ou qui sont en train d'être, voilà, des projets en cours, pas très loin de là où vous allez intervenir. C'est intéressant aussi de pouvoir être en lien avec ces gens-là et avoir aussi un peu ces retours d'expérience sur des choses qui ont été déjà testées. Parce qu'encore une fois, ça a été aussi dit, la plupart du temps, vous allez tester des solutions ils vont vouloir, enfin, ils vont évoluer en fait. Il n'y a pas une solution, enfin, même avec une étude de faisabilité, il va falloir adapter en permanence les services que vous proposez au contexte en fait. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez important de se dire que c'est compliqué d'avoir des généralités. Il faut vraiment analyser les cas par cas et là, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Voilà, je voulais juste dire ça. Pardon. Merci beaucoup, Anna. Euh, je vois que Monsieur Papendiaï souhaite poser de nouveau sa question. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour la poser en direct? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Carole. Et merci aussi pour la présentation. Alors, nous avons suivi, bon, je me présente, c'est M. Pape Ndiaye, je suis le représentant de l'ONG ADOS au Sénégal. Donc, j'ai suivi avec intérêt les deux présentations. Donc, la dernière, je vis que, bon, voilà, M. Salmon a partagé des expériences par rapport à la gestion de certains points d'eau. Donc là, je voulais juste savoir si, par rapport à son expérience, puisqu'ils sont dans le domaine depuis 1980 et une ONG comme ADOS là, surtout sur la gestion des points d'eau comme les unités de potabilisation. C'est un truc récent qu'on est en train d'expérimenter dans la zone du fleuve Sénégal, la région de Saint-Louis. Donc, par expérience, est-ce que vous aviez une fois suivi la gestion d'un point d'eau? Si oui, maintenant, je voulais juste savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou bien quels sont les succès que vous avez rencontrés. Donc là, je veux juste un partage d'expérience par rapport à cette thématique-là. Il me semble que il s'agit des unités de traitement d'eau des surfaces, en fait. Vous parlez bien de Effectivement, ça. c'est Oui. ça. Oui. Ouais, ouais. Alors, Intérêt comment dire, ne développe pas d'infrastructure de ce type, hein, du coup, d'unité de potabilisation. Donc, je crois comprendre que c'est avec peut-être un dispositif de chloration au fil de l'eau et une distribution de l'eau, voilà, proche à proximité d'un réservoir avec de l'eau donc chlorée, etc. Donc, nous, on n'a pas vraiment on n'appuie pas ce genre de dispositif. euh, de points d'eau finalement. Donc on n'a pas vraiment de retour d'expérience à partager là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres acteurs qui, voilà, qui mettent en place ce genre de dispositif, mais en l'occurrence, c'est pas trop en tout cas le genre d'infrastructure qu'on promeut parce que voilà, voilà, il y a d'autres enjeux, c'est l'accès au chlore, c'est d'autres types voilà, de modalités de gestion sur lesquelles voilà, on n'intervient pas spécifiquement. Donc, j'ai pas vraiment de retour d'expérience, malheureusement, à vous partager sur ce type de point dolor. Euh, D'accord. Si je peux me permettre, en fait, là-dessus, au PSO, nous avons pas mal d'informations. Et moi, personnellement, j'ai pu un peu travailler sur ces questions-là. Donc, je ne rentrerai pas là tout de suite dans tous les détails, mais vous pouvez me solliciter ultérieurement. Bon, bah voilà, il y a notamment la gestion des intrants, enfin, de tout ce qui est chlore, mais pas que les chlores, en fait, tout ce qu'on doit mettre, on doit utiliser comme produit chimique qui est un point très très sensible, comment on peut mutualiser ça, comment on peut faire les achats au niveau communautaire pour qu'on puisse s'assurer qu'on n'a pas des ruptures des stocks.
Bref, on a pas mal de ressources, mais bon, c'est assez spécifique et ça sort un peu de l'exemple qui a été partagé avec Intered. Donc, n'hésitez pas à nous faire un mail, enfin, à me faire un mail si vous voulez. Je vous ai laissé, je pense, mon mail et on pourra en discuter en fait. Voilà, là-dessus, on a quelques informations au PSO. Ouais. Merci Anna d'avoir complété. Euh, Elsa, donc, qui est représentante aujourd'hui du réseau régional multi-acteurs Occitanie Coopération, tu m'as indiqué que j'en avais oublié de répondre à quelques questions. Je te laisse nous les partager. Et Non, merci hein, pour je t'en prie, ta non, mais vigilance. il n'y a pas de souci. C'est pas forcément vous avez oublié de répondre, mais Anna a donné des éléments de réponse dans le chat et je ne sais pas s'il y avait des compléments en fait qui souhaitaient être apportés par Tristan. Et donc, du coup, c'était juste pour les redire. Donc, effectivement, comme Anna l'a bien dit, sur les éléments de diagnostic, parce qu'il y avait Emmanuel Gombeau qui avait demandé comment peut-on établir un lien entre la viabilité économique d'un projet eau et assainissement et la viabilité environnementale. Et il y avait aussi Territoire solidaire qui s'était questionné sur l'expérience du PSO. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets où vous arrivez à intégrer l'amortissement de l'investissement sur 15 ans? Donc voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant de les redire ici s'il y avait des compléments à apporter avec la présentation de Tristan. Merci Elsa. Tristan, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux réagir par rapport à ces questions? Anna a répondu en partie dans le chat, euh, notamment Alors, sur la question de l'amortissement. de l'amortissement, oui. Alors, bon, tout ce qui est. Alors, bon, donc, je l'ai décrit donc, en termes d'amortissement des services de gestion. Aujourd'hui, on est d'accord pour constater que le tarif permet de financer une partie des services de gestion. Pour ce qui est de l'ordre de la partie investissement, donc là, le tarif ne permet bien évidemment pas de couvrir les investissements nécessaires en termes d'infrastructure. Donc là, c'est systématiquement voilà, des financements internationaux, voire gouvernementaux, hein. Les gouvernements ont aussi des moyens pour construire quelques points d'eau, pour réhabiliter certains points d'eau. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord que le tarif de l'eau ne permet pas de financer la partie investissement. En ce qui concerne donc la viabilité environnementale, du coup, bon, je l'ai abordé très brièvement, mais on va la considérer en termes bien évidemment d'analyse de la ressource au moment de la construction des points d'eau. Donc, ça veut dire de planifier à l'échelle territoriale avec les acteurs institutionnels quelles sont les ressources disponibles, quelles sont les ressources mobilisables. Aussi faire en sorte que les points d'eau soient réalisés pour, comme je l'ai dit, pallier les problèmes de saisonnalité. Et évidemment, quand on est sur de la tarification volumétrique privée, il faut être toujours bien vigilant à ce que le débit des sources permette de couvrir la demande en branchement domiciliaire, en branchement privé. Et à défaut, il faut bien entendu prévoir une tarification en tranches, quoi, qui permet voilà, d'inciter une consommation raisonnable de l'eau par ces branchements domiciliaires. Voilà. Ensuite, on peut avoir des mesures aussi de protection de la ressource au niveau des bassins versants de captage. Donc, on prend en considération les problématiques d'érosion. C'est le cas à Madagascar, et donc des mesures de prévention anti-érosive sur les bassins versants de captage, donc avec la plantation d'arbres, la création de tranchées transversales, enfin transversales à l'écoulement, pour favoriser la réinfiltration, éviter l'érosion, favoriser la revégétalisation et qui permettent voilà, de contribuer à pérenniser la ressource, à viabiliser la ressource du point de vue environnemental, on va dire. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Euh, alors, on a encore quelques réactions. On a une question sur la gestion des eaux usées, mais je pense que c'est pas l'enjeu aujourd'hui de ce retour d'expérience. Ça mériterait encore un autre webinaire sur cette question-là. Alors, encore une fois, euh, comme l'a dit Anna, on est aussi disponible, nous, PSO, en partenariat avec les réseaux régionaux
pour répondre à vos questions, pour suivre en accompagnement individuel, partager nouveaux projets. On pourra vous faire des retours, voilà, sur cette thématique et sur d'autres questions peut-être un peu en dehors du cadre. Alors bon, si je peux rajouter un point, mais évidemment, là, l'objet de la présentation, c'était bien les services d'eau potable, sans prendre en considération les services d'assainissement ou voilà, les modalités d'appui sur le volet hygiène. Mais Interred intervient sur ces aspects-là, bien entendu aussi, et c'est vrai que ce qui peut être un vecteur d'engagement pour faciliter l'engagement des communautés à adhérer à la maintenance, bon, ça peut être considéré comme un biais aussi, mais aussi un levier, c'est voilà, de travailler en amont de toute construction et donc de services de gestion maintenance, de travailler sur le volet assainissement, dans la mesure où, tant qu'un village, et c'est en tout cas une caractéristique que se fixe, c'est un paradigme au sein des projets d'intérêt, c'est qu'il n'y aura pas d'investissement en termes d'infrastructure dès lors que les communautés n'ont pas été couvertes à minima à hauteur de 80%, voire à 100% de couverture en latrine au sein des villages. Donc, effectivement, bon, économiquement, il n'y a pas de lien entre ce que je vous ai présenté entre le volet assainissement et le volet service de l'eau. Mais bien entendu, le fait d'engager les communautés à s'équiper en latrine peut être un levier pour les mobiliser vers un service de l'eau, vers de la contribution financière pour un service de gestion. Merci beaucoup pour avoir partagé ces quelques éléments de réponse sur cette question. Il nous reste quelques minutes. On a encore une dizaine de minutes devant nous si on a le temps pour une question encore, si vous le souhaitez. Ah oui, il y a Territoire solidaire, Carole, je pense. Ouais. Qui veut pas. Allez-y, pardon. Territoire solidaire. Dernière question. Oui, on t'entend, Louison. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'avais une question lors de la présentation, c'était d'essayer de me figurer combien coûterait, quel serait le coût annuel quand on regardait les différents pays dans lesquels intervient Interreg, spécifiquement de la maintenance suivie, euh, et sur la base d'un village de 2 ou 3 habitants avec 3 ou 4 PMH. Ah oui, c'est Ordre de précis. grandeur. Oui, oui, c'est pour essayer d'avoir un ordre de grandeur. Là, je dirais, on a en tête ce que peut coûter globalement la partie installation enfin, création des installations. Maintenant, vous avez beaucoup insisté sur la partie suivi, gestion et tarification en fonction du modèle choisi. Combien que ça peut coûter dans votre modèle? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est bon, les éléments de coûts globaux et voilà, de ventilation des coûts, d'appui, de supervision des services, d'accompagnement, etc. Donc, on est en train de travailler dessus, nous, en interne, actuellement, pour vraiment pouvoir caractériser combien coûte finalement un service de gestion et combien ça coûte de l'appuyer, le mettre, le développer, voilà, de créer les conditions favorables, etc. qui vont autour. Donc, on n'a pas encore des données très détaillées, mais on a mis des éléments de réponse par rapport à ça dans la note d'orientation qui est disponible sur le réseau pratique. Et on a quelques éléments. Alors, ce n'est pas à l'échelle villageoise, mais ça permet de voir voilà, combien coûtent les services de gestion maintenance par pays, mais c'est quelque chose qu'on doit encore creuser davantage pour être spécifique, mais ça nécessite pas mal de travail, puisqu'en fait, on a aussi des programmes EHA avec des fonctions qui sont transverses et on a des coûts qui sont départagés entre les programmes. Donc, c'est pas si simple à élaborer. Donc, je ne m'avancerai pas sur un montant précis, à moins que mon collègue Olivier, s'il est toujours là, peut-être a des éléments à fournir, mais je ne m'avancerai pas à ce stade pour l'instant. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite
comment dire, caractérisés. Et c'est des éléments qu'on souhaite partager à l'avenir, parce que c'est essentiel, hein, de pouvoir savoir combien coûte finalement une modalité de gestion dans les conditions dans lesquelles elles ont été mises en place, etc. Désolé de ne pas pouvoir vous Alors, répondre mieux à ce stade, mais effectivement, c'est un enjeu clé sur lequel on travaille, c'est sûr. Message de peut-être un élément. Important. Votre ordinateur a été verrouillé. Votre adresse IP a été utilisée à votre insu et sans votre consentement pour visiter des sites web contenant un virus d'usurpation d'identité afin de déverrouiller l'ordinateur. Veuillez appeler immédiatement l'assistance. Désolée. N'essayez pas d'éteindre ou de redémarrer votre ordinateur, ce qui pourrait entraîner une perte de données et un vol d'identité. Le verrouillage de l'ordinateur vise à arrêter les activités illégales. Veuillez appeler notre support immédiatement. Ça vient d'où? Je crois que c'est. J'ai vu le micro s'ouvrir de Robert Henry. Ah oui, tout à fait. Ok. J'ai essayé de le couper, mais je ne le trouvais pas. Je suis désolée de la petite coupure. Bon, j'espère, Monsieur André, que votre ordinateur n'est pas trop piraté. Moi, je veux bien compléter rapidement. Vas-y. Donc, moi, je suis Olivier CRS, je travaille avec Tristan à Intered. Par rapport à la dernière question, alors, pas forcément d'éléments chiffrés précis, mais ce qui est sûr, c'est que travailler sur cette thématique-là, en général, non pas en tant que gestionnaire de service, mais en tant qu'ONG, opératrice qui met en place ce type d'action, ces projets-là sont en général beaucoup plus efficients que des projets avec du gros œuvre, avec des investissements importants. Parce que en termes d'échelle d'intervention et de nombre de points d'eau et donc d'usagers, d'usagères qui les utilisent, sont plus vastes. Nous, en interne, quand on regarde un petit peu combien coûte euh, euh, par famille bénéficiaire ces projets sur ces thématiques-là, on voit que c'est quand même économiquement plus efficient que des projets avec des investissements plus importants sur des constructions, des réhabilitations. Voilà. Mais c'est en tant qu'opérateur de projet, pas forcément fournisseur de services ou gestionnaire direct. Et c'est sur cet échelon de gestion directe, en fait, où effectivement, il faut qu'on travaille encore pour avoir quelques éléments. En tant que porteur de projet, voilà, on a certains projets, ça coûte 5-6 € par famille bénéficiaire, ce qui est quand même assez efficient par rapport à d'autres projets plus centrés sur des investissements ou sur des constructions. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, ce que je vous propose, on est à 4 heures moins 5. Dernière question. Ah, pardon, je crois que c'était votre main qui était restée levée. Vas-y, Louise. Oui, dans les exemples que vous avez donnés, Interreg intervient dans des pays où il y avait quand même un nombre important d'installations. Donc, pour revenir à la question de mon collègue, pour des petits villages où il y a quelques PMH, je pense que ce sera difficile de pouvoir offrir un service de maintenance qui soit économique tant qu'il n'y a pas un volume suffisant de points d'eau, hein. Je pense que, à moins que vous ayez une façon de procéder pour démarrer dans un autre pays où vous prenez sur vos frais de démarrage d'un certain nombre d'installations, mais si vous devez faire payer votre service de maintenance directement sur un premier projet dans un pays où vous n'êtes pas du tout implanté, ça va coûter une fortune, quoi. Alors oui, ça nous ramène à la question de l'échelle territoriale, de la viabilité associée à l'échelle territoriale. Donc encore une fois, c'est chaque contexte qui est différent et l'échelle territoriale va devoir être constituée progressivement. Donc comme je vous le disais, en Guinée, on a commencé sur 2 communes. Le système n'est pas autonome, il n'est pas encore viable. Donc effectivement, on l'accompagne, on l'appuie financièrement, techniquement sur des dispositifs concrets de mise en œuvre. Et l'objectif, c'est pas d'avoir de but en blanc une modalité de gestion qui soit viable et autonome, ce ne sera pas possible.
mais c'est dès le démarrage, à minima, d'avoir le paiement du tarif par les communautés. C'est déjà une étape essentielle de ne pas fournir un service gratuit pour ensuite demander un paiement du service lorsque le service existe. Parce qu'on constate que voilà, ça devient très difficile de faire payer le service une fois que le service a été fourni gratuitement. Et on constate aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais qu'il est difficile d'augmenter le tarif au fur et à mesure voilà, de la mise en œuvre. Donc, il paraît important, selon nos expériences, d'avoir un tarif le plus élevé possible, hein, bien sûr, en parfaite concordance avec les capacités financières des communautés et des bénéficiaires, mais d'avoir un tarif de l'eau d'entrée de jeu est le plus élevé possible en vue de pouvoir financer un service sur le long terme. Quand on démarre, on ne peut pas avoir tout en place du premier coup. Donc, effectivement, ça nécessite voilà, de subventionner le service d'autant plus au démarrage qu'au moment où il est effectif, quoi. Merci Tristan. Ces éléments, on partage totalement au PSO et je pense que c'est pas forcément plus facile. Plus on est gros, c'est pas plus facile, plus on est gros. Je pense que on peut justement commencer à mettre en place ces éléments-là. Encore une fois, ce qu'on vous présente, c'est pas des situations idéales. On vous présente des bonnes pratiques. Chaque opérateur de terrain sait que dans la mise en œuvre, ça demande des adaptations, des évolutions, etc. Mais il y a ces quand même principes de base, dont la tarification du service, qui sont essentiels pour la pérennisation et sur lesquels je voulais revenir avant de pouvoir passer à la conclusion. Euh, on va vous rappeler, alors, il est 4 heures, on va doucement avancer vers la fin et la conclusion de ce webinaire. Je voulais vous rappeler les dates des formations en présentiel quand elles sont connues. Sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, ça se fera donc en partenariat avec BFCI à la suite de l'organisation de l'atelier thématique de décembre 2025. Donc, c'est à la suite de leur rencontre annuelle sur l'accès à l'eau et l'assainissement. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Resacop, ça sera le 19 juin à Lyon. Et en ce qui concerne Occitanie Coopération, ça sera à Montpellier le 9 ou le 10 septembre. C'est des éléments d'information. On vous réinvitera bien sûr par mail, par les mêmes canaux d'information que vous avez eu aujourd'hui, le webinaire. Et puis pour Territoire Solidaire, ils nous font du suspense. Ils nous disent à venir. De toute façon, Louise, tu es avec les participants du groupe O, donc je te laisse leur apporter, si besoin, plus de précision. Et pour conclure ce webinaire, je voulais, s'il le souhaite, donner la parole à M. Rémi Touron de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour qu'il puisse nous donner quelques éléments de conclusion. Est-ce que Oui, je vois que tu es connecté. Je te laisse prendre la parole. Merci Carole. Chapeau, une belle séance. Merci les interventions, merci les intervenants. Vraiment quelque chose, des présentations qui sont riches, diversifiées, qui nous donnent un bon tour d'horizon de cette question qu'on se pose autour du prix du service de l'eau. C'est vrai que c'est une question que j'ai moi-même en tête à moult reprises sur la diversité des projets que l'Agence de l'eau finance, inciter systématiquement au paiement du service de l'eau. Et puis à se demander de manière très pratique, mais comment on fait? Comment on fait pour mettre en place, pour évaluer le prix de l'eau, pour évaluer le prix du service, pour établir cette tarification? Alors, j'ai un peu l'impression que je cherchais quelque chose d'un peu magique, un peu tout fait, et que finalement, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Ça demande d'avoir une bonne appréciation du contexte local, une bonne appréciation de situation des ressources, de la capacité d'acceptation au paiement par les habitants, par les usagers, du contexte local déjà, du tarif de l'eau qui existe, du cadre réglementaire posé par le pays. Donc je pense qu'on a fait le tour de quand même beaucoup, beaucoup de ces sujets. Et moi, je retire des informations qui sont quand même importantes parce que Carole, Tristan, vous nous avez évoqué ces méthodes de tarification entre les forfaits, les tarifications au volume, des choses qui sont plus adaptées au milieu rural, d'autres plus au milieu urbain. Je trouve qu'il y a des petits clivages que vous nous avez mis en place comme ça qui nous permettent aujourd'hui de peut-être mieux orienter nos choix, de mieux guider les solutions dans les projets pour mettre en place cette tarification du service de l'eau, parce que
clairement, c'est vraiment ce que je retiens, c'est que c'est quand même un élément important. L'eau gratuite, ok, mais service de l'eau, non. Faut du matériel, faut des gens, faut un service professionnalisé pour que ça fonctionne longtemps. Donc, on a besoin de ce service de l'eau, on a besoin d'intervenir. Alors, moi, je me pose aussi des questions agence parce que l'habitude financière que l'on a, c'est à financer l'investissement et pas le fonctionnement. Donc, du coup, c'est le message qui vise à soutenir les frais de gestion, le fonctionnement et la gestion du service, là, ça me perturbe un peu parce qu'on n'est pas du tout adapté pour ça, mais d'autres solutions qui existent. On a évoqué les taxes sur les taxis-motos, hein, ça, j'avais pas vu venir non plus. Je sais pas où Carole a été de trouver des idées. Voilà, on évoque des sujets comme ça qui font que, ben, oui, l'eau paye l'eau, et puis il y a d'autres services qui peuvent payer l'eau, qui peuvent contribuer. C'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas envisager le développement du territoire sans service de l'eau. Et puis voilà, et puis c'est des sujets qu'on a eu aussi déjà dans le cadre du conseil scientifique du PSE, de se rappeler que finalement il fallait aussi laisser le temps au temps. Moi-même, 50 ans, je me rappelle l'arrivée de l'eau de la ville dans la maison, c'est quelque chose qui était un peu nouveau. La tarification de l'eau, le prix de l'eau, c'est tout qui était plus cher que l'eau du puits gratuite que l'on avait au fond de la cour. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nécessitent une adaptation, voilà. Mais je voudrais vraiment vous encourager à réfléchir vos projets avec cette tarification de l'eau, avec la prise en compte du service social de l'eau, avec la prise en compte de la maintenance, avec la formation des maintenanciers, avec la garantie d'un fonctionnement durable de ce service, c'est extrêmement important. Et on sera, le PSO, les réseaux régionaux multi-acteurs et les agences de l'eau, toujours vigilants à vérifier ces points-là dans les dossiers de demande d'aide que vous nous présentez. C'était important que vous soyez là aujourd'hui et je vous remercie de l'attention que vous avez menée, que vous avez accordée à tous ces témoignages et ces exemples qui vous ont été apportés. Merci, Carole. Merci à toi pour cette conclusion. Et je vais donc m'arrêter là sur ces mots de la fin. Encore une fois, on vous diffusera le compte-rendu et le webinaire sera visionnable en replay. Voilà. Et bah, bonne fin de journée à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.